Je suis psychologue clinicien de formation et je travaille donc avec Brian Michara sur la prévention du suicide sur Internet, sur des aspects qu'on va un peu évoquer aujourd'hui, et donc avec Louis-Philippe Côté que je vais laisser se présenter. On va rester proche. On va rester proche. On s'aime beaucoup. Louis-Philippe Côté, je suis étudiant, je suis doctorant en psychologie communautaire sous la supervision de Brian Michara. Donc j'appartiens à Brian Michara. Puis c'est ça, mes intérêts de recherche, ça porte surtout sur le transfert des théories d'intervention qui sont utilisées dans les CPS, mais à la communication par clavardage, par chat, texto, courriel. Donc voilà. Aujourd'hui, on a un petit programme assez chargé, mais on a essayé de le rendre le plus illustratif possible pour peut-être coller aussi à vos centres d'intérêt. On a donc intitulé ça « Prévention du suicide en ligne et sur les réseaux sociaux ». Je sais qu'il y a pas mal d'attentes par rapport aux réseaux sociaux, mais on veut quand même présenter dans quel contexte est-ce que ça va se faire, dans quel, c'est quoi un peu les mouvements ou les grandes tendances qui suivent et qui sont juste à côté. Je pense que pour présenter un petit peu rapidement, quand on parle de prévention du suicide sur Internet, est-ce que vous m'entendez au fait ou pas? C'est bon. On est tous d'accord qu'on va faire les deux tout temps, le suicide a toujours existé, et de la même façon pour l'histoire d'Internet, on trouve des traces de contenu liés au suicide depuis quasiment les débuts, depuis les premiers groupes Usenet, les premiers forums qui étaient faits entre universités, on trouve de la drogue et du suicide. C'est toujours les deux constantes sur Internet, c'est toujours ici. Pour autant, ça développe toujours évidemment énormément de débats moraux. Et tous les pays, toutes les législations ne sont pas à la même enseigne. On est plus ou moins tolérant avec l'idée d'avoir du contenu suicidaire en ligne. On va voir un peu comment est-ce que les différents pays ou bien les différents professionnels réagissent par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Levez la main, juste petite question facile. Qui a vu donc la série 13 Reasons Why? Ok, donc c'est bon, on aura un bon public sensibilisé aujourd'hui. Vous avez pu voir qu'en plus de la série, tout ce qui s'est passé autour, c'était énormément de discussions. Et ce qui est le plus intéressant, c'est sûr qu'on est biaisé ici en étant à l'UQAM entre professionnels ou étudiants, c'est qu'on a eu beaucoup de débats. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas de représenter le suicide de façon aussi crue? C'était quoi il y a eu toute une question et des réflexions sur le contexte. Et cette discussion-là, elle s'est transposée aujourd'hui sur Internet aussi. Il y a beaucoup des choses qui sont évoquées dans la série qui touchent l'intimidation, qui touchent aussi les réputations en ligne, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est un sujet très sensible qui peut d'un coup provoquer énormément d'attention. Et une des inquiétudes principales, c'était évidemment l'inquiétude de contagion suicidaire, et savoir, depuis que les médias, les réseaux sociaux, tout le monde se partageait un peu les nouvelles sur cette série, beaucoup de stars sont montées un petit peu et on dit on a un problème, cette série risque d'avoir des effets triggering, déclencheurs, donc faites attention, la regardez pas. Puis il y a eu des sortes de camps sur Twitter, sur Facebook, de personnalités célèbres qui ont dit faites attention. Donc on peut voir que c'est très polarisant et que malgré un état d'avancée de la recherche qui nous donne beaucoup d'éléments déjà de réponse, on revient toujours un peu au départ. C'est un ensemble, la prévention du suicide sur Internet, qui est très hétéroclite, les pratiques sont très variées, et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est toujours un travail à refaire. Il y a des défis immenses et des échecs cuisants. L'échec cuisant le plus récent qui date d'il y a une semaine, ça a été révélé par le journal anglais The Guardian, et qui révélait que c'était tous les manuels et les informations des modérateurs en ligne de Facebook qui ont été mis au grand jour. Donc ça s'appelle, il y a toujours les leaks, là c'est les Facebook Files maintenant, donc c'est pas les Facebook Leaks. Et donc dans ces Facebook Files, je vous engage à aller voir sur le site, on voit un peu qu'est-ce que c'est le quotidien de ces gens qui sont censés modérer la présence ou non de contenu gênant, de contenu suicidaire. Et quand je parle d'échec cuisant, c'est qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir que il y a une sorte de consigne qui est si vous avez une diffusion d'une vidéo d'une personne en train de faire une tentative, on ne va pas l'interdire sous prétexte que ça n'est pas encore un suicide, la personne n'est peut-être pas morte, et qu'il faut laisser le temps aux gens d'intervenir, laisser le temps aux proches d'intervenir et de pouvoir signaler le contenu. Donc on peut voir qu'on a énormément d'attentes, par exemple, par rapport à un acteur comme Facebook, où il y a énormément de contenu qui circule, et parfois on va attribuer les échecs uniquement à eux. Mais on peut voir que ça soulève des questions qu'on ne s'était jamais posées auparavant. Je ne m'étais jamais posé la question, est-ce qu'il faut que je laisse plutôt une vidéo de tentative ou est-ce qu'il faut que je laisse une vidéo de suicide complété? C'est très complexe, on a tous nos positions morales différentes et les positions pratiques font que si on regarde les données, on n'est pas toujours avec des réponses faciles.
Donc on a vraiment une situation très très paradoxale, parce que là j'évoque évidemment des cas un peu plus dramatiques, mais on a énormément de contenu et d'actions qui est fait surtout par plein d'entre vous également sur Internet. On a beaucoup d'informations de prévention, on a beaucoup de sites, on a beaucoup de ressources, on a des choses qu'on fait aux crises, on a des choses en français, en anglais, il y a absolument tout partout, plein d'informations. Mais par ailleurs, on sait également que Internet contient sa part d'informations et de contenu qui est inquiétant, que la recherche montre comme pouvant potentiellement, à la longue de l'utilisation, de la fréquentation de ce genre de site, pouvant également peut-être donner des idées ou donner des moyens, des informations sur comment se tuer. Et ce balance-là fait qu'on est toujours un peu dans ce sorte de paradoxe, etc. C'est une sorte de paradoxe visuel connu en psychologie. C'est où qu'on regarde le problème, on a l'impression que ça va être facile, puis ensuite on se rend compte qu'en fait non, le problème est toujours plus compliqué que ça. Donc c'est une petite illustration que je voulais vous apporter pour vous dire, quand on parle de prévention du suicide sur Internet, comme le cas Facebook le montre, on pourrait avoir nos idées préconçues, certaines recherches qui orientent, mais le domaine évoluant très rapidement, on est toujours obligé de toujours se remettre à jour et de faire attention. Il y a donc un effort au niveau public, au niveau des professionnels, au niveau clinique et au niveau aussi individuel, de toujours se réajuster. Donc comment est-ce qu'on va aborder aujourd'hui le sujet avec vous ? On va d'abord se poser la question à qui ça s'adresse la prévention du suicide sur Internet. Parce que si ce n'est pas pour nous particulièrement, évidemment on travaille dedans, mais ça va être pour les personnes suicidaires. Donc la première question à laquelle on a voulu répondre, c'est quoi le profil d'une personne qui irait voir du contenu suicidaire sur Internet ou une personne qui aurait un profil dit suicidaire? Et on va essayer de décrire un peu avec Louis-Philippe comment est-ce que, quelles caractéristiques on connaît, qu'est-ce qu'on sait un petit peu d'eux. Parce qu'avant de parler de prévention, il faut peut-être parler du public cible. Ensuite, on va voir différentes stratégies prometteuses. Comment est-ce que c'est utilisé les nouvelles technologies pour prévenir le suicide? Il y en a évidemment plein que vous connaissez déjà, mais on veut faire des petites photographies un peu, des choses saillantes, des choses qui sont assez marquantes aujourd'hui. Donc il y a informer, former, repérer et offrir. Ça, c'est un petit peu les différentes choses que les nouvelles technologies permettent de faire aujourd'hui ou d'accompagner, que ce soit en prolongement de ce qui existe déjà ou pour des choses tout à fait nouvelles. Et ensuite, on va essayer de voir des pistes d'amélioration et d'action, aussi bien au niveau clinique qu'au niveau de la santé publique et au niveau, à différents niveaux aussi, peut-être encore plus large au niveau mondial avec des recommandations de l'OMS. Donc je laisse la parole maintenant à Louis-Philippe pour vous présenter un peu les questions de l'usage d'Internet et du suicide. Bonjour. On sait que des personnes qui sont suicidaires, qui vont utiliser Internet en lien avec leur situation suicidaire, ils vont fréquenter toutes sortes de sites, puis ils vont exprimer ces idéations suicidaires-là sur différents types de sites. Donc, on ne va pas seulement retrouver les personnes suicidaires, les expressions de risque suicidaire sur des sites spécialisés, mettons, des forums dédiés au suicide. Donc, des personnes suicidaires peuvent exprimer leurs idéations suicidaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans leur courriel, dans leur communication par texto. Donc, ça dit aussi que tous ces médiums-là, tous ces médias-là sont des endroits où est-ce qu'on peut faire de la prévention. Internet, ça peut faciliter le passage à l'acte de différentes façons. Les personnes suicidaires, ils peuvent accéder à des informations sur les méthodes de suicide ou à des discussions entre personnes suicidaires où est-ce que des personnes vont se donner des trucs sur comment utiliser des méthodes qui sont efficaces. Ils vont trouver des détails sur comment se suicider, comment passer à l'acte, c'est quoi les bons dosages de médicaments, où il faut se couper ou des trucs comme ça. Il y a vraiment de l'information détaillée sur certains forums. On peut aussi obtenir les méthodes de suicide sur Internet. C'est-à-dire acheter des médicaments, acheter des armes à feu. On peut aussi former des packs de suicide en ligne. Il y a sur des forums, il y a des endroits où est-ce que les gens vont essayer de trouver des partenaires pour passer à l'acte. Puis enfin, comme on peut voir, on a vu quelques cas où est-ce que des personnes ont diffusé sur les réseaux sociaux leur suicide. Donc, si on compare une personne suicidaire qui n'utilise pas Internet en lien avec ses idéations suicidaires à une personne suicidaire qui va spécifiquement sur Internet pour ses idéations suicidaires, on voit une différence dans leur profil.
On sait que les personnes qui utilisent Internet en lien avec leur idéation suicidaire, elles ont des symptômes dépressifs plus sévères, présentent plus d'idéation suicidaire puis un risque plus élevé de passage à l'acte. Elles perçoivent moins de soutien social dans leur environnement, puis elles présentent moins de comportements de recherche d'aide. Elles ont aussi tendance à passer plus de temps en ligne, puis elles développent plus de relations interpersonnelles en ligne, puis vont fréquenter plus les forums. Fait que c'est intéressant de voir qu'elles ont un profil particulier. Par contre, on n'a pas démontré de lien de causalité entre l'usage d'Internet puis le risque suicidaire, ou disons l'évolution des idéations suicidaires dans le temps. Puisque ça dépend vraiment de la consommation Internet de la personne. On peut dire que l'ambivalence face au suicide va aussi se retrouver dans la consommation Internet. C'est-à-dire qu'une personne suicidaire peut aller à la fois sur des sites qui sont pro-suicide et des sites de prévention du suicide. Là, on va vous donner des exemples de comment, de stratégies concrètes, d'initiatives concrètes qui ont été mises en place à différents endroits dans le monde pour vous illustrer comment on peut utiliser les technologies de l'information pour prévenir le suicide. Ici, on a la page de Reach Out Nunavik, qui était, si je ne me trompe pas, développée par la Régie régionale Santé et Services sociaux du Nunavik. C'est une super belle initiative, c'est une page Facebook sur laquelle on donne de l'information sur les ressources d'aide, mais il y a aussi des vidéos sur quoi faire, des vidéos de promotion de la santé. Il y a aussi beaucoup de role models, des espèces de vignettes comme ça, où est-ce que des personnes racontent un peu leurs histoires, puis c'est un peu des modèles de résilience, puis de promotion de la santé. Ils racontent comment que leur vie n'est pas tout le temps facile, mais ils montrent leurs trucs, comment ils font pour s'en sortir, puis comment ils font pour garder l'espoir. On peut se poser la question, savoir, est-ce que ça fonctionne? C'est quoi l'impact de publier de l'information sur une page Facebook ou un truc comme ça? Est-ce que ça va être efficace? Il y a une étude qui a été faite sur les comportements d'aide sur Facebook qui tend à démontrer que ce genre d'information-là et la manière de publier cette information-là de promotion de la santé peut avoir un impact sur les jeunes. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est une étude qui a été faite auprès de 299 adolescents. Puis c'était une étude qui portait sur les comportements d'aide sur Facebook. Puis, il y avait une première partie d'un questionnaire où est-ce qu'on demandait aux jeunes c'était quoi leur consommation Internet. Puis on leur demandait s'ils avaient déjà vu des messages inquiétants de leurs amis Facebook. Puis ensuite, les groupes étaient divisés. Il y avait certains jeunes qui étaient exposés à un message qui leur disait quoi faire s'ils voyaient un message suicidaire d'un ami Facebook. Puis c'était une série de bullet points, là, parle-en à un adulte, contacte ton ami, appelle un CPS. Puis il y avait un autre groupe qui était exposé à une étude de cas où est-ce qu'on voyait que c'était une histoire. Ça disait Jean a vu un message d'un ami Facebook, il est inquiet. Donc, il y a toute une étude de cas d'un jeune qui a sauvé un ami Facebook, puis que c'était tout détaillé, un peu l'ordre dans lequel c'était quoi ses actions, puis qu'est-ce qu'il a fait, comment il a sauvé son ami Facebook, en alertant ses parents, puis en contactant une ligne de prévention du suicide. Puis suite à ça, les jeunes étaient face à une mise en situation, puis on leur demandait « Qu'est-ce que toi tu ferais si tu voyais un message d'un ami Facebook qui t'inquiétait? » Puis on leur a posé des questions sur les stratégies d'aide qu'ils feraient. Puis on s'est rendu compte que le type de message auquel les jeunes ont été exposés influençait les stratégies et les attitudes qu'il y avait par rapport au comportement d'aide qui disent qu'ils feraient dans une telle situation. Donc, ça nous montre un peu la pertinence de messages de promotion de la santé qui sont axés sur des modèles. Puis aussi, une information pertinente, il y avait un tiers de ces 299 adolescents-là
qui avaient déjà été exposés sur leur profil Facebook à des messages de nature très inquiétante. Grâce aux technologies de l'information, on peut aussi former. Puis, je vais vous donner 2 exemples de formations qui ont été évaluées, qui montrent tout le potentiel d'utiliser Internet, mais pour la formation des acteurs de la prévention du suicide. Le premier exemple, c'est une formation brève. C'est une formation de 2 heures qui, normalement, était, dans le fond, qui est fait auprès de personnel scolaire sur la prévention du suicide chez les adolescents. Puis, dans le fond, on a comparé la formation en groupe de 2 heures à une mini-formation en ligne. Dans le fond, c'est le même contenu, mais que des personnes pouvaient faire à leur guise là, en ligne. Puis, on a évalué les impacts des 2 formations. Puis, on s'est rendu compte que les professionnels qui ont bénéficié de la formation en ligne ont obtenu des meilleurs résultats sur l'augmentation des connaissances. Le deuxième exemple, c'est une formation Sentinelle, beaucoup plus complexe, plus lourde. Puis, on a évalué une formation en ligne de 8 modules. Puis, on a comparé la formation en ligne à la liste d'attente. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui attendait avant d'avoir la formation, puis on évaluait pour voir s'il y avait un impact. Dans le fond, c'est un groupe contrôle, une des attentes. Puis, on s'est rendu compte que la formation en ligne était efficace. C'est-à-dire qu'il y avait augmentation des connaissances, puis de la confiance en l'utilisation de ce qui était enseigné durant la formation, puis les effets se maintenaient 3 mois après la formation. Dans le fond, ces 2 exemples-là, c'est juste pour dire que les petites formations, ça marche, les grosses formations aussi, ça marche. Donc, on peut utiliser Internet pour former du personnel à grande échelle. Un autre exemple de comment on peut repérer des personnes suicidaires. Ça, c'est une étude qui s'est faite au Japon. Vous savez, quand vous naviguez sur Google, vous voyez souvent là, dans vos résultats, vous avez des publicités, comme des messages que des gens ont payés, puis qui sont associés à des mots-clés. Fait que ce que les chercheurs ont fait, ils ont pris une série de mots qui sont associés au suicide, puis quand une personne rentrait ce mot-là dans Google, il y avait une publicité qui apparaissait qui disait « À toi qui penses au suicide ». Puis là, quand les personnes allaient sur cette publicité-là, ils avaient accès à un site Internet où est-ce qu'ils pouvaient clavarder avec un intervenant. Puis, c'est un peu le principe de la sentinelle en ligne. L'intervenant faisait un genre d'évaluation au genre des besoins de la personne, puis il pouvait référer des ressources aux personnes qui en faisaient la demande. Donc, ils ont fait ça pendant 6 mois. Ils ont eu 139 contacts, puis ils ont fait un suivi auprès des personnes qui sont rentrées en contact avec la sentinelle en ligne. Puis il y a 10% de ces 139 personnes-là qui ont donné suite, qui ont utilisé les ressources qu'on leur avait référées. Un autre exemple de comment on peut repérer des personnes suicidaires grâce à Internet, c'est un projet qui s'est déroulé sur 2 campus universitaires. Puis c'est un projet pilote de dépistage, dans le fond, des personnes suicidaires. Fait que la théorie du programme est très simple. Là, comment ça fonctionne? C'est qu'il utilise une liste de courriels, une liste de diffusion d'étudiants dans 2 campus universitaires. Il invite les étudiants à compléter un questionnaire d'auto-évaluation. Quand une personne répond au questionnaire puis remplit ça, c'est envoyé sur un site. Là, il y a un professionnel qui regarde l'évaluation puis qui donne un feedback à l'étudiant qui a complété l'auto-évaluation. Si la personne semble présenter un risque, c'est des trucs qui sont associés au suicide, dépression, anxiété, dans le feedback que l'intervenant fait à l'étudiant, il lui dit qu'il est inquiet, puis il l'invite à clavarder avec lui ou à se présenter en personne pour une évaluation plus complète. Puis c'est ça. Dans le fond, ils ont envoyé ça environ à 12 000 étudiants environ. Il y a 1162 étudiants qui ont complété le questionnaire. Il y en avait 981 qui présentaient un risque modéré ou élevé. Il y a 190 se sont présentés pour une évaluation en personne. Puis il y en a 132 qui sont rentrés en traitement.
Puis c'est ça, les étudiants qui avaient dialogué avec un intervenant en ligne, il y avait 3 fois plus de chances d'entrer en traitement. S'il y avait eu le contact par Internet, l'échange Internet, avant de consulter quelqu'un pour une évaluation en personne. Monsieur Data. Oui. Bon, on va rester à côté, on va aller par ici s'il vous plaît. C'est pratique. La dernière façon de repérer, qui est peut-être moins adaptée au contexte d'aujourd'hui, mais que je tenais à vous présenter aussi parce que c'est mon centre d'intérêt, mais on a vu des méthodes de repérage où on va peut-être plus essayer de repérer de façon indistincte les gens pour aller proposer de l'aide. Mais il y a eu d'autres façons aujourd'hui de penser le repérage, même si le terme peut parfois être discuté, on hésite entre repérage ou détection. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle les mégadonnées ou big data. Donc c'est l'ensemble de toutes les données collectées et produites massivement qu'on va pouvoir collecter de façon routinière, quasi journalière. C'est une tendance aujourd'hui qui est absolument partout, c'est un mot-clé qu'on entend absolument également tout le temps. Et qu'est-ce que ça peut concerner? Ça peut concerner les bases de données publiques, ça peut concerner les bases de données privées, ça peut concerner le croisement de toutes ces bases de données pour pouvoir essayer de détecter des patrons, d'essayer de repérer des comportements qui seraient dits à risque. On n'a pas encore tout à fait résolu la question de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a repérés, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a utilisé toutes vos données d'utilisation Facebook. Il y a pas mal d'utilisations qui sont déjà faites aujourd'hui dans l'armée américaine, en particulier parce qu'ils ont un intérêt particulier, le suicide des vétérans ne diminuant que très très peu, malgré tout l'argent investi. Il y a des petits efforts et il y a des petites améliorations. Et donc on peut suivre un petit peu l'évolution de quelqu'un à travers ces données médicales en les croisant avec ces données Facebook et avec un certain nombre d'autres informations. Donc cette tendance-là aujourd'hui présente un grand nombre d'avantages. Souvent elle est présentée, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais comme moins coûteuse. Moins coûteuse pourquoi? Parce que l'idée ça serait, si on doit répondre à la question comment est-ce qu'on fait pour offrir de l'aide aux personnes qui sont un peu ce mythe des personnes silencieuses qui vont un jour peut-être se tuer. Le big data semblait être une solution avantageuse parce qu'on dirait on peut aller repérer des personnes qu'on n'était pas en mesure de voir avant. On peut aller aider ou offrir de l'aide à des gens de façon individualisée alors qu'on n'était pas capable de le faire avant. Donc pour certaines personnes, ça serait un avantage en termes de coût. Ça reste à discuter. Ensuite, ça permettrait donc d'accéder à ces profils qu'on ne peut pas atteindre avant. Et l'autre avantage qui est souvent vendu ou proposé, c'est celle d'idée d'intervenir plus vite. Donc de toute façon, on ne parle pas d'une tendance aujourd'hui où s'il est encore question de choix. C'est le cas au Québec, au Pays de Galles, au Danemark, pas au Danemark, aux États-Unis. En France, on voit que les bases de données sont toutes de plus en plus croisées entre elles et qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment est-ce qu'on peut les utiliser en termes de santé, comment est-ce qu'on peut les utiliser en termes de prévention. Donc on a encore beaucoup de grands défis éthiques qui viennent derrière, beaucoup de questions aussi de vie privée. Est-ce que j'ai nécessairement envie d'être repéré? Michel parlait tout à l'heure du libre arbitre. Une des critiques qui est faite aux psychologues ou à la santé publique, c'est l'interventionnisme. Est-ce que vous êtes obligé d'intervenir alors que c'est peut-être mon choix? Et c'est une question peut-être plus philosophique ou générale à laquelle on n'a pas nécessairement de réponse. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de santé publique, en termes de pouvoir public, on se dirige vers l'utilisation de ces bases de données. Et du point de vue des acteurs privés, on se dirige aussi vers ça pour une raison assez simple, c'est que comme on l'a vu avec Facebook au début, quand quelqu'un va commettre un suicide sur Facebook et qu'on dit « mais vous auriez pu le repérer », il y a eu le mot « suicide » qui est apparu dans ses messages il y a à peu près 5 ans, 6 ans. Ou il y a 2 mois, ou il y a 2 semaines. On va essayer de retracer le plus possible dans le temps les comportements et on va leur dire « vous auriez dû le voir ». Donc aujourd'hui, les acteurs privés sont également concernés par ça, au risque parfois d'aller peut-être au-delà de certains enjeux de vie privée, de respect aussi des informations. Mais comme on le sait, le plus gros mensonge, c'est d'avoir dit j'ai lu toutes les conditions générales de vente ou j'ai lu toutes les conditions générales d'utilisation. Aujourd'hui, vraiment, même si c'est mon sujet et qu'on s'y intéresse, je serais vraiment très mal à l'aise de pouvoir vous dire quel site a dit spécifiquement vos données qui peuvent se rapporter à votre santé vont être utilisées. Facebook a modifié pour recherche, mais on est encore dans une zone grise qui évidemment va petit à petit être un peu plus réglée.
mais on est encore dans ces questions-là aujourd'hui. Et en prévention du suicide, on a donc toujours cette ambivalence où les nouveaux outils sont prometteurs, mais ils engagent un certain nombre de réflexions avec lesquelles on n'est pas nécessairement paré toujours de répondre. Ensuite, il y a une autre manière de concevoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. C'est évidemment la plus logique. On n'a pas voulu commencer par ça parce que c'est la réponse la plus évidente. C'est la réponse des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on attend? On attend évidemment qu'en termes de campagne de prévention, les États, en tout cas au Canada, aux États-Unis, en France ou dans tous ces pays bien connus, on puisse développer de l'aide pour les personnes qui sont en détresse sur Internet et pas uniquement avec les traditionnelles lignes d'écoute. Donc ça, c'est une tendance qui a été très rapide. Il y a rapidement eu beaucoup de lignes d'écoute qui ont été développées. On voit par exemple 113 Online aux Pays-Bas, qui était une réponse publique en disant on a nos services téléphoniques, mais maintenant il faut qu'on offre aussi des services par chat, tel jeune. Il y a plein de services aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement spécialisés uniquement suicide, mais qui offrent de l'aide en lien avec le suicide et qui sont formés là-dessus. Il y a évidemment plein de campagnes de prévention qui aujourd'hui utilisent Internet comme un support nécessaire et utile, que ce soit par les réseaux sociaux ou que ce soit sur leur site Internet. La QPS évidemment met beaucoup de documents à disposition en lien avec sa campagne. Il y a beaucoup de relais. Maintenant, les campagnes de prévention sont pensées aussi en termes virales. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre message de prévention puisse se diffuser le plus vite possible au plus grand nombre de personnes? Et après, ce qu'on peut espérer en tant que professionnel, c'est évidemment que les effets restent. Ensuite, il y a eu d'autres réponses publiques qui, elles, sont plus touchy dans un certain sens. C'était, est-ce qu'il faut qu'on interdise ou non la présence de contenu suicidaire sur Internet? Ce qu'on peut voir dans de nombreux domaines en santé, c'est que généralement, bannir complètement un contenu parce qu'il présente un risque ne l'élimine absolument pas, et les populations les plus à risque sont généralement pas celles qui vont être touchées par l'interdiction. Et aussi, du point de vue simplement technique, c'est très difficile d'interdire l'accès sur Internet aujourd'hui. Il y a plein de façons de contourner. Et c'est comme interdire à son enfant d'aller sur des sites ou d'aller jouer aux jeux vidéo. Il trouvera toujours peut-être un moyen détourné d'y arriver. Et Internet évolue tellement rapidement que ce genre de mesures techniques ont pu être tentantes et puis intéressantes et pouvaient se justifier, mais elles étaient clairement, malheureusement, condamnées à une forme d'échec. Mais il y a beaucoup de législations, comme l'Australie, qui sont beaucoup plus sévères. Toute forme de contenu suicidaire sur un site hébergé en Australie ou australien sera interdit et pourra faire l'objet de sanctions pénales. Diffuser du contenu pro-suicide est de toute façon condamné légalement dans énormément de pays. Mais ça a été une des réponses rapides, c'était comment est-ce qu'on peut offrir un cadre légal pour essayer de l'adapter à Internet. Une des premières réponses a donc été de bannir les sites en lien avec trop pro-suicide. Mais aujourd'hui, ça a un peu plus évolué, et c'est vrai qu'on tient davantage vers une responsabilisation individuelle. Il y a donc l'exemple de 113 Online que je vais laisser Louis-Philippe présenter plus en détail, et qui est un très bel exemple de campagne qui a aussi été dotée d'une évaluation. Ce qui nous manque, c'est de l'évaluation, et eux ont vraiment fait tout pour ça. Allô? 113 Online, c'est un exemple inspirant de comment on peut utiliser les technologies de l'information pour prévenir le suicide. C'est une plateforme Internet aux Pays-Bas dans laquelle on offre une multitude de services. Puis, il y a une armée de bénévoles qui travaillent pour 113 Online. Ils ont 10 psychologues et 2 psychiatres qui sont dans le personnel de cette plateforme-là. Dans le fond, c'est ça. C'est une plateforme Internet dans laquelle on retrouve de la psychoéducation, c'est-à-dire des capsules d'information, des vidéos, promotion de la santé mentale, repérage de risques suicidaires. Il y a aussi des modules d'auto-évaluation, des self-tests, où est-ce que les gens peuvent aller auto-évaluer leur santé mentale en ligne. Il y a des cours de self-help, c'est-à-dire des modules que si une personne veut gérer par soi-même ses idéations suicidaires parce qu'elle ne veut pas consulter, elle peut aussi utiliser des espèces d'outils où est-ce que c'est comme des cours en ligne, où est-ce qu'on l'aide à gérer ses idéations suicidaires dans plusieurs étapes. Donc, elle s'inscrit, puis elle suit une forme de cursus pour l'aider à dealer avec ses idéations suicidaires. On a un forum d'entraide entre pairs, mais qui est modéré par des intervenants qui sont formés.
Puis, c'est ça, 113 Online fait de l'intervention traditionnelle de crise par téléphone, mais aussi par clavardage. Puis, il y a beaucoup d'intervenants bénévoles qui travaillent au téléphone et au clavardage. Puis ça, c'est la première ligne. Puis quand c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, il y a tout le temps des psychologues qui sont en arrière qui peuvent aider les intervenants bénévoles. Puis, quand que les intervenants repèrent des personnes qui présentent un risque très élevé de passage à l'acte, on peut leur offrir 8 séances de thérapie brève en ligne, par clavardage ou par courriel, qui sont données par des psychologues cliniciens. Puis c'est ça, mais il faut dire aussi que c'est un service qui est offert à travers la Hollande au complet, puis que ça a ses coûts aussi. C'est-à-dire que 113 Online fonctionne avec un budget de roulement d'environ 830 000 € annuellement. Donc, engager 10 psychologues et 2 psychiatres, ça coûte cher. Ça nous amène à parler un peu des services de clavardage on peut parler de clavardage ou de texto, là, mais il y a une prolifération là, à travers le monde de ce type de service-là, mettons les 10-15 dernières années. Puis, on peut... c'est un type de service qui est de plus en plus disponible et qu'on commence tout juste à évaluer pour essayer d'identifier les meilleures pratiques. Et ce que font les organisations généralement, c'est qu'ils prennent leur manuel de formation qu'ils utilisent pour le téléphone et ils tentent de l'appliquer dans leurs interventions en ligne. Mais on sait qu'il y a certaines différences entre l'intervention par téléphone et l'intervention par clavardage. Entre autres, il semble que la population est différente. Les personnes qui vont utiliser le clavardage sont différentes des personnes qui vont utiliser le téléphone. On parle généralement d'une population féminine encore plus élevée que pour le téléphone. Souvent, 4 utilisateurs sur 5 vont être des filles, beaucoup d'adolescentes. Mais par contre, j'ai vu certains services où est-ce qu'ils ont réussi à aller chercher une population masculine, mais comment ils ont fait, ça reste encore à découvrir. Ça reste encore un mystère à évaluer. Donc, c'est ça. Souvent, les personnes qui vont utiliser les services de clavardage ne vont pas utiliser les services d'intervention téléphonique. Elles ne veulent pas nécessairement se faire dire d'utiliser le téléphone. Elles veulent utiliser le clavardage et c'est souvent tout ce qu'elles veulent utiliser. Puis, c'est souvent des personnes avec des problématiques plus sévères, un profil psychosocial plus complexe. Les avantages d'utiliser le clavardage, c'est bien sûr c'est l'anonymat qui est perçu. C'est-à-dire que on n'entend même pas le son de ma voix. Puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le clavardage parce qu'ils peuvent avoir une conversation privée. Ils ne vont pas se faire entendre. Que ce soit le jeune qui est dans sa chambre, que ses parents sont dans celle d'à côté, que ce soit une femme qui est victime de violence conjugale, qui veut demander de l'aide ou qui est en crise, puis que le conjoint est dans l'appartement. Ou que ce soit le jeune qui est à l'école, dans sa salle de classe, puis qu'il a de la misère à gérer ses émotions. C'est tous des moments où est-ce que les individus peuvent utiliser le clavardage plutôt que le téléphone. Puis c'est ça. Pour certains, c'est un moyen d'expression plus facile. Parce que quand on braille, qu'on a la gorge coupée, on peut quand même clavarder. Donc, c'est un peu les avantages. C'est aussi utile pour certaines populations qui n'ont pas accès à un téléphone, que ce soit une population... je sais qu'il y a eu une étude sur les vétérans qui sont dans l'itinérance aux États-Unis, qui vont aller dans une bibliothèque ou un organisme communautaire pour utiliser les services de clavardage. Il y a certains défis qui sont aussi associés à l'utilisation du clavardage. Entre autres, que la communication est beaucoup plus lente. Le rythme d'échange d'informations est plus lent. Donc, nécessairement, le déploiement d'une intervention, du modèle d'intervention, prend beaucoup plus de temps. Puis souvent, ne va pas être complété. C'est plus utile d'évaluer l'état émotionnel des appelants. Est-ce que la personne est en train de pleurer? Est-ce qu'elle semble correcte? Donc, l'évaluation de l'état émotionnel est beaucoup plus difficile. Puis, il y a beaucoup d'intervenants qui rapportent
que l'appelant, généralement, a beaucoup plus de contrôle sur l'intervention que lors d'une intervention téléphonique. Puis c'est ça, l'évaluation du risque suicidaire puis l'élaboration d'un plan d'action sont plus difficiles à compléter. Souvent, quand, mettons, le jeune ou la personne qui utilise le clavardage va mieux, elle peut partir sans nécessairement avoir complété, là, sans qu'on lui ait donné des ressources, qu'on ait élaboré un plan d'action. Puis, il y a aussi certains risques qu'on commence à les voir apparaître quand on regarde des personnes, on commence tout juste à faire l'évaluation. Il commence à avoir des données qui rentrent sur les meilleures pratiques. Puis, on voit qu'il y a certains risques qui est associé à l'approche orientée sur les solutions. C'est-à-dire qu'au clavardage, si on sait que c'est plus difficile de se rendre à la fin, hein, à l'élaboration du plan d'action, fait qu'on peut avoir tendance à mettre un peu trop, on veut aller un peu trop vite, mettre un peu trop d'emphase sur la résolution de problèmes, ce qui fait qu'on peut escamoter l'exploration de la situation, puis ça peut être invalidant pour l'appelant. Puis c'est un truc qu'on voit dans différents endroits, différents services à travers le monde. Donc ça semble être une caractéristique du médium qui fait en sorte que les intervenants qui sont formés dans des méthodes, sur l'approche orientée sur des solutions, que c'est souvent un truc qui arrive. Donc on a pu, et j'espère, vous donner un aperçu déjà de différentes façons d'offrir de l'aide, d'utiliser les nouvelles technologies, ou les technologies de l'information et de la communication, pour la formation, pour l'information, pour la prévention au niveau public. Et c'est sûr que plus on se rapproche, vous le voyez un petit peu en entonnoir, vers les réseaux sociaux numériques, plus il faut parler un petit peu, c'est quoi le contexte de l'aide qui est offerte ou qui est demandée ou requise de la part des acteurs numériques. D'abord, il faut peut-être commencer par dire qu'il y a une certaine sensibilisation. Je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est un domaine, comme il y a encore 2-3 ans, qui était passé sous silence, que ce soit par la communication ou par les dirigeants des grandes sociétés type GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, où c'était un sujet, on ne veut pas trop y aller parce que c'est vraiment difficile et ils n'avaient pas de solution. Donc la meilleure réponse à la complexité dans leur cas, c'était de se taire. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place par ces acteurs qui font qu'on ne peut plus dire que c'est qui sont totalement inertes ou inefficaces par rapport à ça. Le premier, c'est évidemment que les moteurs de recherche ont optimisé les résultats. Je pense que Louis-Philippe et moi faisons une étude sur des moteurs de recherche sur ce qu'on appelle le Darknet, et on oublie à quel point les moteurs de recherche comme Google sont efficaces pour vous apporter l'information que vous voulez. Et on oublie aussi l'information, la qualité de l'information qui est mise en avant, c'est-à-dire que l'information qui généralement vous est amenée, c'est à peu près celle qui va correspondre, malgré l'algorithme, globalement à ce que vous recherchez. Et on peut voir qu'ils ont un pouvoir, entre guillemets, éditorial très fort. Et Google est aujourd'hui capable, techniquement, de filtrer. Donc on peut voir qu'il y a quelques années, du contenu suicidaire qui apparaissait assez rapidement, des pages d'information suicidaire apparaissent de moins en moins dans les premiers résultats. Donc on voit qu'il y a du filtrage, il y a des stratégies d'optimisation des résultats de la part de Google, Bing, Yahoo, pour faire en sorte que le contenu suicidaire ne soit pas ce qui va vous ressortir tout de suite, immédiatement. On voit qu'il y a pas mal de sites de prévention qui commencent à remonter également de façon localisée. Il y a également, aux États-Unis, ça a été quelque chose qu'ils avaient implémenté il y a quelques années, qui était celui de vous, à partir du moment où vous mettez le mot suicide, que la ligne téléphonique apparaisse à côté. Ce genre d'expérimentation, ça peut être assez variable, et si vous avez, comme moi, un bloqueur de publicité, qui est très utile, beaucoup de ces campagnes de prévention ciblées ou sélectives, je ne les vois quasiment pas parce que, et pourtant je devrais les avoir, je tape suicide régulièrement tous les jours et je n'en vois pas. Et on voit qu'il y a des collaborations étroites qui sont développées avec des associations. Donc les associations publiques, ou les associations un peu entre deux, des partenaires plus privés, type Save.org. Mais la ligne de prévention nationale du suicide aux États-Unis est particulièrement efficace et a mis en lien maintenant pas mal de partenariats avec notamment Facebook, Twitter, Instagram. Ça commence à vraiment être assez fort. Et la grosse nouvelle de l'année dernière,
c'était, pour vous qui travaillez sûrement avec des personnes qui utilisent Facebook ou les réseaux sociaux, c'était, vous l'avez vu passer ou pas, c'est la possibilité de rapporter un contenu dit suicidaire. Est-ce que vous pouvez lever la main qui avait vu ça? Ok, bah pour ceux qui ne savaient pas, donc aujourd'hui sur Facebook, si vous voyez un contenu, vous pouviez déjà le déclarer comme illicite, illégal ou simplement pas de votre goût. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être fait, et comme on l'a vu avec les problèmes de modération, c'est le cas. Mais aujourd'hui, on a ces services offerts par Twitter et Facebook de pouvoir signaler un contenu en disant « je pense que ce contenu doit être signalé » spécifiquement parce qu'il représente un risque suicidaire pour la personne qui l'a mis. La modération va se faire rapidement. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas uniquement des posts, c'est évidemment les vidéos de Periscope, le service de Twitter, les vidéos du Facebook Live de Facebook, qui vont être concernées également. Vous pouvez essayer de signaler ce contenu. On voit avec l'affaire des Facebook Files que la réponse est très aléatoire et que les règles du jeu derrière de pourquoi est-ce qu'on va interdire tel ou tel contenu ne sont pas encore claires et ils travaillent beaucoup dessus. Et je pense qu'il y a encore besoin de beaucoup de travail avec des chercheurs ou avec des praticiens, des cliniciens, des gens du terrain, pas forcément, pour améliorer ça. Mais au moins ça existe et peut-être qu'on peut penser que ça aura des effets, mais l'évaluation, en tout cas de ma connaissance, j'ai pas encore entendu parler d'évaluation stricte. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà, bonjour Gérald, ça est le message qui va être donné à la personne. Je pense qu'un de vos amis est peut-être en train de traverser quelque chose de difficile et nous a demandé de regarder ce que vous avez posté récemment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parler à quelqu'un ou avoir des petits tips, des petits conseils et de l'aide. Il y a deux choses aujourd'hui que Facebook est en train de travailler et qui nous concernent et qui, moi, m'intéressent aussi particulièrement. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle assez grossièrement l'intelligence artificielle, parce que ça concerne plein de choses. Mais c'est comment est-ce qu'on peut offrir une réponse de première ligne sur les réseaux sociaux de façon automatisée. Quelqu'un qui serait capable de pouvoir vous donner les premières réponses ou vos premières informations nécessaires. Ça serait le numéro, la chose la plus proche de chez vous, des petits tips, des petites choses. Mais un autre service qui est développé et auquel les réseaux sociaux pensent, c'est celui de centraliser toutes les lignes d'aide et de permettre, par exemple, juste quand vous écrivez un message à vos amis par Facebook, de pouvoir mettre ligne de prévention du suicide ou de pouvoir écrire directement à quelqu'un. Donc ce sera soit un bot qui vous répondra en première intention, soit un humain, mais de pouvoir, à travers Facebook, de ne pas sortir de Facebook, d'avoir tout de suite accès à de l'aide. Et on peut voir que ça se peaufine de plus en plus, et que ce soit en aide assistée par l'ordinateur ou en aide humaine, il y a beaucoup des enjeux qui reviennent un peu aux défis et aux avantages qu'on a vus avec le chat et le clavardage. Et encore là, il nous faut plus d'évaluation, plus de données pour pouvoir vraiment parler des différences. Donc, on disait que la mémoire, Michel disait que la mémoire médiatique est courte. On va tester la vôtre. Est-ce que vous vous souvenez pour qui c'était? C'était à quel moment est-ce que... oui, c'est Aladdin, avec le génie. Et à quel moment est-ce que ce message a circulé sur Facebook? Oui? C'est le suicide de Robin Williams. Exactement. Et cette image a provoqué un débat vraiment très intéressant. Et mon mur Facebook a été rempli de maintenant « Génie, tu es libre », qui était donc en lien avec le fait que Robin Williams avait fait la voix du génie. Et donc en fait, il avait fait la voix du génie et à la fin, Aladdin, très gentiment, libère le génie. Et cette image avait un double sens. En soi, on peut pas nier le côté poétique et touchant de l'image. Par contre, l'ambivalence venait sur le message qui était délivré. Un peu comme 13 Reasons Why, on peut toujours voir les choses sous deux angles différents. Et l'esthétisation, la romantisation, le côté beauté associé au suicide provoque souvent beaucoup d'inquiétude du côté de nous professionnels, parce qu'on se dit, est-ce que c'est en train de romantiser ou de donner un caractère enviable, beau, une sorte de fin magnifique, tu es libre. Et en fait, beaucoup de gens se servent de l'idée de liberté. Donc ça veut dire que le suicide est toujours une option, mais en plus, est-ce qu'il rendrait libre? Est-ce que ça risque de donner à des personnes une sorte de sentiment de « ok, ça peut me libérer aussi de ce qui se passe ». Donc là, on est dans les supputations et on voit qu'il n'y a pas eu d'études randomisées, étudiées spécifiquement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Par contre, on peut voir au niveau des lignes d'écoute, et je serais très curieux de savoir s'il y en a qui travaillent au niveau des lignes d'écoute. On sait qu'après Robin Williams, il y a eu plein d'inquiétudes, et on peut voir que sur les réseaux sociaux, quand ce genre de message circule, ça soulève un certain nombre de questions qu'en tant que professionnel en prévention du suicide, on est obligé
de regarder. Ensuite, le deuxième, qui a provoqué plusieurs messages de ma mère pour savoir ce que c'était le Blue Whale Challenge. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ok, est-ce que je peux juste avoir un ordre d'idée à peu près? Ok, bon, on va commencer. Donc c'est ce qu'on appelle plus ou moins un hoax, ça veut dire une rumeur infondée. La rumeur viendrait donc de pays, au Kazakhstan et Russie, qui auraient eu une sorte de défi sur Internet entre adolescents qui aurait provoqué la mort de plusieurs jeunes adultes. Et donc il y aurait eu une sorte de rumeur de contagion suicidaire en raison de ça. Le but, c'était un peu en lien, dans mon souvenir, avec les baleines qui, semble-t-il, selon la légende, iraient s'échouer sur les bords de plage. Et donc, ça serait un ensemble de défis à faire, et le but ultime serait de se donner la mort. Et vous devez en parler et échanger avec les personnes. Donc l'idée est évidemment terrorisante et terrifiante. Du point de vue moral ou à tout point de vue, c'est sûr que c'est assez inquiétant. Mais par contre, ce qu'on a pu voir dès le début, c'est que c'était totalement infondé. Les suicides qui étaient évoqués étaient totalement infondés. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est ça où moi, aujourd'hui, je suis plus inquiet par ça que par cette, entre guillemets, légende urbaine. Ça a été relayé absolument partout. Et je prenais l'exemple de ma mère, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amour, mais si elle me pose les questions, c'est qu'elle a lu dans la presse, simplement, quelque chose, et elle m'a dit c'est terrifiant, tous les jeunes vont se tuer, ou tous les jeunes sont en train de se tuer avec ça. Et donc j'ai pas réussi la sensibilisation auprès de ma mère, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, beaucoup de cette information a été relayée sur les réseaux sociaux, aussi bien les articles de presse que des informations prétendument en lien avec ça. Il y a un certain nombre de légendes urbaines qui circulent sur Internet en lien avec le suicide. Il y en a beaucoup, les red rooms, les chambres de meurtre, en anagramme, ça risque d'en faire partie aussi, un peu de ces légendes urbaines, de choses terrifiantes qui se passeraient sur Internet. Pour autant, on peut avoir une question, c'est quand ça circule partout sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question avant tout, avant d'avoir les données probantes qui vous disent qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a eu un impact, oui ou non. Donc on va essayer de regarder de façon assez nuancée, je l'espère, les avantages et les inconvénients que peuvent poser l'utilisation des réseaux sociaux numériques en prévention du suicide. Donc, la littérature est quand même assez abondante pour dire que, pour informer, pour sensibiliser, l'utilisation des role models, par exemple, ça fonctionne aussi. Les réseaux sociaux numériques sont très utiles pour prévenir le suicide. Et c'est un outil qu'on ne peut pas se priver d'utiliser aujourd'hui pour travailler. On peut voir qu'en termes d'avantages, ils permettent d'atteindre beaucoup de personnes, notamment chez les jeunes. Même si les jeunes aujourd'hui s'éloignent de Facebook, les très jeunes adolescents vont plus vers Snapchat ou Instagram ou ainsi de suite. Le principe est le même, ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à zéro, ça veut dire qu'on comprend aujourd'hui que les réseaux sociaux doivent être des alliés et doivent être des supports pour nous d'utilisation et de prévention. Ensuite, il y a un côté qui est peut-être utile, qui peut être un petit peu toujours questionnant, c'est on voit des personnes qui expriment très clairement des idées suicidaires, et peut-être que justement grâce aux outils mis en place par Facebook ou d'autres, ou même par un réseau social humain, réel, qui s'inquiète, peut-être qu'il y a de l'aide qui peut être offerte à ces personnes. Si vous avez une personne dans votre entourage qui dit, j'en ai eu une il n'y a pas si longtemps que ça, qui exprimait beaucoup de détresse, j'ai pu voir des réponses qui étaient offertes malgré tout en disant appelle-moi, viens on va s'appeler, écris à tel endroit. Il y avait quand même la possibilité avec les réseaux sociaux d'atteindre des personnes qui peut-être ne se seraient pas exprimées autrement. Il y a aussi une dimension qui est très importante, qui est celle de l'acceptabilité. On sait que des outils technologiques seront plus ou moins intégrés ou utilisés par un public parce qu'ils sont nouveaux, ou parce que c'est ce que les jeunes utilisent, ou les jeunes sont particulièrement en tête dans ce genre de cas. Et la dimension d'acceptabilité est très importante. Parce que ça peut permettre aussi, ces réseaux sociaux, de trouver des moyens d'accéder à de l'aide accessible relativement facilement, sans jugement, d'exprimer et de partager des expériences avec des autres. Il y a des groupes privés ou secrets sur Facebook dont on fait tous partie, que ce soit des amis ou des organisations pour des choses. Et il y a aussi des groupes d'entraide, des groupes où si vous êtes ce qu'on appelle un survivor, quelqu'un qui a été endeuillé par suicide, notamment aux États-Unis, c'est très actif là-dessus et c'est très intéressant comme mouvement parce que c'est comment est-ce qu'on peut se réapproprier justement et s'entraider.
Ensuite, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler sur Facebook, si vous comparez l'offre et les informations qu'on peut trouver sur Internet, Facebook ou Twitter ou les autres sont quand même globalement conduits par des codes éthiques et sont généralement passibles d'être condamnés par pas mal de législations. Donc, ça veut dire que si vous exprimez vos idées suicidaires, si vous agissez dessus, vous avez quand même un cadre global relativement protecteur pour ce que vous faites et pour les personnes. Mais il y a un nombre de défis et d'enjeux plus lisses que mon bras, plus longs que mon bras. Le premier, c'est que le soutien des pairs peut parfois être davantage recherché que par les professionnels. On est en psychologie communautaire, donc cette branche de la psychologie qui croit beaucoup justement aux groupes d'autogestion, mais pour autant, on sait qu'en prévention du suicide, c'est important d'avoir quelqu'un qui a été formé. Que ce soit un bénévole ou un professionnel, il faut que ce soit quand même quelqu'un qui a un degré supplémentaire que être un ami pour peut-être pouvoir engager ou avoir les bonnes démarches à suivre. Et parfois, peut-être que le soutien de pair n'est pas nécessaire. Peut-être que son entourage est bien intentionné, mais n'a peut-être pas tous les moyens à sa disposition, aussi bien en termes de ressources physiques, mentales ou concrètes de choses à faire. Et ça peut être un des petits défis. L'autre défi, c'est le risque de marginalisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'initiatives, notamment une qui avait été faite sur des forums aussi. Et forums et réseaux sociaux partagent ce risque-là. C'est que si vous exprimez de la pensée suicidaire, il se peut très bien que vous soyez victime de marginalisation, ou que les personnes vous pointent du doigt et disent, ou vous identifient comme la personne suicidaire. Et on voit que toutes ces questions, peut-être de pensée suicidaire, de dépression, de troubles de santé mentale, demandent pas mal de tact, et peut-être que parfois Internet n'est pas connu pour être l'endroit avec le plus de tact et de discrétion. Il suffit de regarder les commentaires sur les sites des journaux pour voir que ce n'est pas l'endroit avec le plus de finesse. Et parfois on peut observer que la marginalisation, ça c'est un risque avéré avec des problèmes et des conséquences psychologiques avérées, qui est que vous risquez d'être identifié, étiqueté, ou bien que même des personnes puissent peut-être vous cibler et se moquer un peu de vous, ou bien faire dire des propos déplacés. Et ensuite, le dernier gros problème, évidemment, c'est celui de l'exposition à du contenu suicidaire. Et l'exposition à du contenu suicidaire, on sait que pour une personne qui a déjà, comme on l'a vu, en termes d'utilisation, des pensées suicidaires, aller voir ou consulter des sites risque peut-être d'avoir un certain impact sur ces symptômes. De la même façon, par contre, sur l'exposition du contenu suicidaire type vidéo diffusée en direct sur Periscope, le service de Twitter, sur Facebook Live, on ne peut que être encore dans l'interrogation, est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences? Mais on sait que l'exposition à du contenu ou du contenu graphique visuellement choquant, peut-être aussi comme 13 raisons, la série, eh bien, on sait que ça a quand même un impact ailleurs, dans les médias traditionnels. Et donc ça, c'est une vraie interrogation qu'on doit avoir. Ensuite, il y a un autre problème qui peut concerner d'autres aspects d'Internet aussi, c'est l'idée de normaliser le suicide comme une option possible pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que dans les groupes d'entraide, il y a des groupes d'entraide où l'option du suicide est moralement considérée comme acceptable. Et donc, les conseils que vous allez recevoir dans cet endroit-là, ou par une personne sur un commentaire ou quelque chose, pourraient vous dire, voici les moyens de te tuer, voici les moyens d'accéder à de l'information. Ça pourrait être signalé, ou ça pourrait ne pas être signalé. Tout n'est pas signalé automatiquement sur Facebook. Ensuite, c'est la difficulté de contrôler le comportement des usagers et d'évaluer leur état émotionnel réel. C'est un autre problème, et je pense que quelque chose que Louis-Philippe a dit aussi, c'est quand on est sur les services de chat, par exemple, c'est très pénible de remonter des conversations. On a fait par exemple des analyses de logs, et surtout Louis-Philippe. C'est vraiment difficile, et pour un intervenant, je pense que sûrement parmi vous, il y en a, remonter l'ensemble des informations, essayer de faire une sorte, entre guillemets, d'autopsie Internet, de revoir toutes les choses, c'est vraiment compliqué, et on a un peu du mal parfois à suivre ou à savoir exactement où en sont les personnes. Puis une personne peut poster quelque chose, puis disparaître complètement du réseau social. Ensuite, le risque évident, c'est celui de contagion suicidaire, de suicide en grappe, surtout en particulier donc pour les clusters, donc les groupes. C'est une inquiétude très généralisée pour les suicides évidemment de jeunes, on le sait bien, et parfois peut-être que Facebook pourrait contribuer à ce que des personnes s'organisent ou aient de l'information, ou bien soient touchées ou affectées, et à peu près comme dans beaucoup de mécanismes de la contagion.
Les autres défis qui existent un peu, c'est celui du difficile respect de la vie privée. Je vous l'ai déjà mentionné, Facebook a changé récemment ses conditions d'utilisation. Ils avaient par exemple mené, il y a de plus en plus de partenariats qui sont faits avec le milieu académique, les chercheurs. Il y avait une étude qui avait été faite, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qui était celle d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut influencer l'état émotionnel des personnes. Donc sur le mur Facebook de milliers et milliers de personnes, ils avaient fait varier le nombre de messages positifs de leurs amis et le nombre de messages à connotation négative de leurs amis. Qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir qu'au bout d'un certain temps, selon leur étude, donc, il y avait les personnes avaient tendance à mettre plus de messages négatifs si vous êtes exposé à plus de messages négatifs. Et c'était une étude de Facebook notamment pour comprendre, parce que leur algorithme ne va pas vous présenter tous les gens avec qui vous êtes amis sur Facebook, tous les statuts de vos amis Facebook n'apparaissent pas. Donc il y a une sélection qui est faite, et ils voulaient essayer de voir. Le problème qui s'est rencontré, c'est qu'ils n'avaient absolument pas prévenu les gens. Donc du point de vue de la vie privée, ça posait un gros problème. Comment est-ce que je peux accepter que mon état émotionnel soit, apparemment, selon leur étude, affecté? Il y a eu immédiatement des commentaires et des critiques très violentes à l'encontre de leurs pratiques. Et ils ont changé immédiatement leurs conditions générales d'utilisation en disant maintenant, les données que vous générez peuvent servir à de la recherche. Donc on peut voir que du point de vue éthique, ils apprennent, mais ils ont toujours une longueur d'avance. Ensuite, il y avait une étude sur le risque suicidaire. On parlait de marginalisation, mais il y a aussi celui de la stigmatisation qui va avec. Et notamment, c'était une étude qui a été faite par Sciencio qui était sur des personnes, communauté LGBTQ, sur Internet, sur MySpace à l'époque, c'était en 2009. Et ils avaient pu voir que ces personnes, en s'exposant, en essayant de parler ouvertement un peu de leurs difficultés, avaient pu être immédiatement stigmatisées ou voire outées. Donc ça veut dire, s'ils avaient un profil anonyme, les gens avaient fait ce qu'on peut appeler du doxing, c'est-à-dire aller chercher les informations pour désanonymiser une personne. Donc c'était extrême, mais c'était malheureusement très, très dommageable. Donc on a présenté un petit peu l'ensemble des choses qui se font avec les technologies d'information et de la communication. Maintenant, pour finir aujourd'hui, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. On ne va pas rester que sur les problèmes, qu'est-ce qui ne va pas. On va essayer de regarder c'est quoi les pistes d'amélioration à différents niveaux. Du point de vue institutionnel, Westerloon, il nous reste combien de temps, pardon? Ben, il est moins 5. Ok, on a fini dans 5 minutes à peu près. Donc c'est bon. Il y a une critique qui est qu'en prévention du suicide, selon Westerloon, on aurait une vision un peu monologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait toujours eu beaucoup de tentatives d'utiliser Internet en donnant une information unidirectionnelle. Nous sommes un organisme de prévention et on va juste vous diffuser de l'information, on va cibler de l'information, on va vous donner du contenu suicidaire. Et on a pu voir que cette pensée monologique, c'est-à-dire la prévention, ça va que dans un sens, elle ne s'adapte pas très bien à Internet. Et il y a vraiment beaucoup d'efforts, de chercheurs professionnels qui insistent sur l'idée de mettre de plus en plus en place des interactions qu'ils appellent bidirectionnelles en langage barbare académique. Mais ça veut dire de davantage mettre en place des services, peut-être des modérateurs, des gens sur aussi bien des pages officielles qui peuvent répondre et qui peuvent tout de suite vous donner une interaction, vous donner accès à de l'information plus personnalisée. Et beaucoup des efforts des réseaux sociaux vont dans ce sens. Et pourquoi est-ce que c'est important que ce soit en bidirectionnel? C'est que les gens, évidemment, comme on l'a dit, peuvent être sur Facebook puis tout de suite disparaître. Et pour accrocher les gens, c'est vraiment très important de proposer le plus possible d'interactions. Et se limiter à juste, par exemple, une page Facebook d'informations suicidaires, on voit qu'aujourd'hui, ça n'est pas nécessaire. Après, il y a les moyens dont on dispose. Et selon les moyens dont on dispose, peut-être qu'une partie des ressources ou des maigres ressources qu'on a pourrait être allouée à avoir quelqu'un comme une sorte de sentinelle, quelqu'un qui peut répondre davantage, être vraiment comme un modérateur actif sur les pages qu'on peut avoir ou sur les comptes de réseaux sociaux qu'on a. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je pense que là, je vais laisser... C'est mon take-out, c'est mon petit point à moi. Si y avait une chose avec laquelle j'aimerais que vous sortiez d'ici, c'est garder en tête que nous, de la recherche, on veut tout le temps faire plus de recherche. On veut toujours faire plus d'évaluations pour essayer de trouver vraiment ce qui fonctionne en détail, puis qu'est-ce qui fonctionne moins. Les gens du terrain, de la pratique,
Souvent, ils veulent agir plus rapidement, ils veulent ouvrir des services, ils veulent donner de l'aide immédiatement parce qu'il y a des besoins criants immédiats. Dans l'état actuel des connaissances sur ce qu'on sait, ce qui fonctionne moins bien, il y a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup d'évaluations à faire avant d'identifier c'est quoi les meilleures pratiques quand on intervient sur Internet. Mais Internet a un avantage, c'est que on peut facilement y faire de la collecte de données. Donc, si vous voulez partir et ouvrir un service sur Internet, un service en ligne, pensez dès le départ à comment vous allez évaluer s'il fonctionne. Parce que quand que vous allez construire, mettons, l'architecture informatique de votre service, vous pouvez penser tout de suite à insérer des méthodes de collecte de données. Comme ça, au fur et à mesure, vous allez voir l'impact de votre service. Donc, c'est primordial de penser dès le départ de l'élaboration de vos services à mettre des indicateurs d'efficacité, au moins commencer une réflexion sur comment on va l'évaluer pour pouvoir l'inclure dans le développement du service. C'est très, très important. Ensuite, on a quelque chose qui va bientôt arriver, c'est que un problème généralement, et je pense que là vous êtes tous les experts là-dessus, mais des lignes d'écoute, c'est souvent qu'elles sont très localisées géographiquement, mais que quand elles sont sur Internet, les appels que vous recevez ou les choses ne sont pas nécessairement ni du pays ni de la province. Donc ça peut être un engorgement des ressources, ça c'est une inquiétude qui peut exister un petit peu. Et du point de vue aussi des efforts et des ressources, c'est clair que peut-être au niveau simplement d'une province, on ne peut pas agir aussi efficacement, ni même avoir plus de moyens de pression, d'action, de recevoir de l'argent, que si il y a aussi une ligne nationale. Et dans un cadre fédéral comme ici, c'est vrai que la perspective bientôt, peut-être future, d'avoir une ligne canadienne est très intéressante, parce qu'elle permettra de bien harmoniser les services entre les différents relais provinciaux. Et cette ligne nationale permettrait d'avoir un numéro unique qui permettrait à un francophone ou à quelqu'un d'autre à l'autre bout du pays de pouvoir appeler, de pouvoir être redirigé dans les deux langues. Et en fait, on aurait besoin vraiment plus au Canada et au Québec de pouvoir avoir ce moyen de relayer de l'information plus efficacement. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Alors peut-être qu'il y aura encore des gens qui appelleront les autres lignes, mais même si ce n'est pas le principal problème. Mais une ligne canadienne permettra aussi, en termes d'évaluation, de mieux ajuster les services, d'avoir une vision d'ensemble de ce qui peut se passer au niveau québécois puis canadien. Ouais. Et puis enfin, il y a quelques recommandations que l'Organisation mondiale de la santé a faites, mais je pense qu'il vaudrait mieux finir peut-être vers les recommandations pratiques qui peuvent vous concerner aussi. Westerlund avait donc travaillé sur comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrôler la consultation de sites pro-suicide par ses patients. Et lui avait dit, étant donné cette ambivalence qu'il y a autant de contenu pro-suicide que anti-suicide sur Internet, encore que les rapports, on ne peut pas les chiffrer nécessairement aussi facilement, mais il y a toujours cette ambivalence-là, il disait et recommandait vraiment, il insistait dessus en disant qu'il faut poser des questions routinières sur la fréquentation de sites Internet pro-suicide. Et avoir des ressources. Parce que peut-être que tout est possible sur Internet, mais on ne sait pas exactement ce qui est adapté pour vous, dans votre contexte local, dans votre langue. Et l'idée de poser des questions de façon routinière sur quel site vous fréquentez, de lui poser les questions, de lui demander, et d'essayer d'évaluer un petit peu qu'est-ce qui se passe en dehors de la consultation ou de l'intervention que je fais avec la personne, c'est important. Donc c'est peut-être du gros bon sens, mais lui insiste avec données à l'appui que c'est quelque chose qui peut être très important. Et ensuite, il y a également l'idée d'utiliser des moyens modernes qui peuvent permettre d'accompagner là où on n'est pas toujours. Bogdan hier parlait pour la thérapie dialectique behaviorale de l'idée de pouvoir répondre, d'être un peu toujours sur alerte. Et il y a plein de moyens aujourd'hui qu'on peut utiliser pour être disponible pour les personnes avec qui on travaille. Et les réseaux sociaux, les messageries, une page professionnelle sont des outils que certains professionnels utilisent et qui sont intéressants. Et ensuite, il y a des applications comme Psy Assistance développées par Antoine Bibaud-de-Serres, notamment à l'UQAM et Réel Label, pour l'Institut universitaire en santé mentale, puis qui commence à avoir des bons partenariats. C'est l'idée d'avoir des exercices, des choses qu'on peut prendre chez soi, qu'on peut faire, au lieu des formes de cahiers d'exercices qu'on connaît bien, notamment pour pas mal d'interventions. Ça, c'est des choses qui peuvent être très utiles.
Donc on vous a mis quelques ressources qui seront disponibles sur le PowerPoint quand il sera mis en ligne par le CRIS. Ce sont des ressources et des guides de bonnes pratiques. Je vous rappelle que le site de la QPS de Sam sont des très belles ressources avec pas mal d'informations vraiment diversifiées dessus. Et il y a les ressources et les guides de bonnes pratiques qui sont majoritairement plus en anglais, mais qui sont tous les trois, je pense, très bien et que je vais laisser Louis-Philippe un petit peu présenter. Je vais faire un petit mot là, très rapide sur ces ressources-là qui vont être sur le PowerPoint. Prevent the Attempt, c'est un site vraiment intéressant. C'est un guide de bonne pratique. Si vous voulez ouvrir un site Internet dédié à la prévention du suicide, ou si vous avez un site Internet et que vous voulez glisser de l'information sur la prévention du suicide, il y a comme différentes étapes ou différents niveaux de bonne pratique. Puis il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Le Lifeline Online Postvention Manual, ça c'est aussi un guide de bonne pratique intéressant dans lequel si jamais il y a un suicide, mettons dans une école ou dans une communauté, puis que la nouvelle commence à circuler sur les médias sociaux, Lifeline a développé un guide de bonne pratique sur on fait quoi, qu'est-ce qu'on fait. Donc vous allez trouver de l'information intéressante. Puis il y a le programme suprême en Europe, dans le fond, qui traite de plein d'aspects de l'utilisation des nouvelles technologies en prévention de suicide, mais aussi de comment on traite les médias sociaux par rapport aux médias traditionnels. Puis c'est ça, il est comme dans plein de langues, là, fait que si vous voulez pratiquer votre portugais. Donc c'est ça, ça va être sur le PowerPoint. Puis c'est ça, mais il faut tout le temps garder en tête que c'est des guides de bonne pratique, puis que ça vient de la connaissance expérientielle des intervenants. C'est aussi basé sur les dernières études, mais il y a encore du chemin à faire. Donc, merci beaucoup.